Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour, bienvenue dans Destin de femme sur Sud Radio, votre rendez-vous du samedi à 13h30 avec les femmes françaises au parcours hors du commun, connues ou pas, tout style confondu. C'est une émission imaginée du livre de Valérie Pérez. Alors à mes côtés aujourd'hui, Nathalie Cohen-Bézerman, qui est une professionnelle reconnue dans le secteur de la communication et des relations publiques, à la tête de sa propre entreprise, mais aussi vice-présidente du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Nathalie, vous êtes donc très impliquée évidemment dans la culture, l'éducation, la promotion des droits humains, on va en parler. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Merci à vous. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. C'est mieux avec le jingle, enfin la virgule. Alors pour commencer, Nathalie Cohen-Bézerman, les questions usuelles de cette seconde saison de Destin de femme, quelle est votre définition du féminisme pour commencer ? Alors vous me prenez de court. Ah bah oui. Qu'est-ce que c'est le sympa, féminisme pour vous, quoi ? Pour moi, c'est ça regroupe plein de choses, mais surtout c'est un engagement pour que les femmes soient non pas les égales des hommes, mais qu'elles aient en tout cas les mêmes droits. Pourquoi non pas les égales ? Elles peuvent pas être les égales des hommes, les femmes ? Il y a plein de critères tout à fait objectifs qui font que sur le plan, j'ai envie de dire physiologique, elles peuvent difficilement être leurs égales. Donc vous avez envie de parler d'équité dans ces cas-là ? Plutôt d'équité, voilà. Ouais, ça me va mieux. Donc finalement, le féminisme, c'est un combat pour l'équité entre les femmes et les hommes, mais aussi peut-être pour des droits égaux. Oui, ça c'est très important. Parce qu'on est encore dans un moment où, par exemple, les cadres féminins en France gagnent 24% de moins que les hommes. Bah c'est ça. Qu'est-ce que ça vous c'est évoque ? exactement ce à quoi je pensais. C'est une inégalité absolument insupportable. Moi qui suis chef d'entreprise et qui ai beaucoup de salariés et majorité de femmes en plus, je trouve insupportable qu'effectivement pour un travail égal, pour des postes égaux, elles ne puissent pas prétendre au même salaire. Donc ça, c'est vraiment une injustice majeure. Et vous, on imagine du coup que dans votre entreprise, c'est pas le cas. Ah non, c'est pas le cas. Ouais. Bon, après, je suis dans un secteur très particulier qui est l'aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées, et c'est un métier effectivement à majorité féminine. Donc, on a des critères qui sont complètement objectifs de qualification, d'expérience, etc. Mais si un homme veut faire ce métier, c'est à compétences égales, à compétences égales, il va pas avoir un salaire supérieur, ça c'est sûr. Alors, justement, tiens, est-ce que les hommes, selon vous, ils peuvent être féministes, Nathalie ? Ils doivent. Ils doivent. C'est pas ils peuvent, ils doivent. Ok. Et là, alors, je vais basculer sur le milieu associatif. C'est évident qu'ils doivent l'être et qu'on trouve beaucoup d'hommes qui sont féministes. Et moi, dans mon parcours, même d'élu, j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui sont féministes et qui se battent beaucoup pour le droit des femmes. D'accord. Vous en avez un en particulier que vous avez envie de citer, peut-être ? Allez, je vais citer Igor Semo. Ouais. Pourquoi Ouais. alors ? Racontez-moi. Igor Semo, il est maire d'une ville qui s'appelle Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne. Et il est très impliqué sur la lutte contre les violences, notamment les violences faites aux femmes. Eh bien, on le remercie. Alors, tiens, si vous avez un obstacle en tête au fait que ce droit des femmes n'avance pas comme on le voudrait, qu'est-ce que ça serait pour vous une des premières raisons de la lenteur ? La lenteur, c'est un petit peu le machisme quand même, on va le dire. Ouais, on va le dire, puisqu'il y a quand même pas mal d'hommes qui mettent des bâtons dans les roues, de personnes qui ça les arrange pas trop, quoi, qu'on avance. Pourquoi ça les arrange pas, selon vous ? Pourquoi ça les arrange pas ? Moi, je pense que ils veulent garder leurs petits privilèges masculins, machistes. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont les perdre si les femmes... Voilà, et puis que moins il y a de monde pour pour leur enlever leurs privilèges, et mieux c'est. Et qu'est-ce qui fait que ça avance en ce moment, justement, alors, à contrario, ce droit des femmes, selon vous, Alors, je pense que c'est la volonté et le courage de certaines personnes, effectivement, qui font en sorte que, heureusement, les choses peuvent avancer. Après, moi, j'ai aussi certaines convictions qui font que
j'ai envie de dire là aujourd'hui que le féminisme un peu gnangnan qu'on voit apparaître ces dernières années. Qu'est-ce que c'est le féminisme gnangnan? C'est un peu les MeToo, c'est un peu. Vous trouvez que c'est gnangnan, MeToo? Alors moi je trouve que c'est un peu gnangnan MeToo. Pourquoi? C'est devenu en tout cas gnangnan. Qu'est-ce que vous voulez dire par gnangnan? Gnangnan, c'est dans la mesure où vous avez beaucoup de personnes qui se revendiquent du féminisme, mais qui effectivement évoluent dans des milieux artistiques, cinématographiques, et qui s'emparent des campagnes MeToo de façon bien excessive, et ça a tendance à me taper un peu sur le système. D'accord. Donc, parce que vous pensez que ça aide pas au rapprochement ça entre aide les pas, gens? Ça dessert. Et je pense qu'il y a un féminisme d'il y a une vingtaine, une trentaine d'années qui était vraiment très noble et vraiment très intéressant, et qui s'est transformé en néo-féminisme, ce qu'on appelle, avec tous les mouvements woke et compagnie qui, à mon sens, desservent complètement le féminisme qui méritait beaucoup mieux que ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup pour que le féminisme fonctionne vraiment? Il faudrait faire un grand tri, qui est à mon avis très important, parce que effectivement il y a des femmes qui sont victimes de plein de discriminations, qui sont victimes de violences pour de vrai, pour de vrai. Parce que les autres c'est pas vrai? Faudrait essayer de chercher un petit peu, de creuser, mais je pense que il y a des plaintes et des revendications féministes sur lesquelles il faudrait un petit peu essayer de creuser le faux du vrai, le vrai du faux, parce que effectivement c'est un petit peu servi à toutes les sauces, à mon avis. Vous pensez qu'il y a beaucoup de femmes qui mentent? Il y a un credo, un mantra qui est très vrai, qui est celui de « on vous croit ». Voilà. Mais ça, c'est important parce qu'on ne les croyait pas avant. C'est très important parce qu'on ne les croyait pas avant. Donc, avant toute chose, si on vous croit. Ça, je crois qu'il faut, c'est le cas de le dire, il ne faut pas se défaire de ce credo-là. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même chercher. Et puis, il y a la présomption d'innocence. Et donc, une fois qu'on a cherché qu'il y a la présomption d'innocence, il faut enquêter. Et puis, il y a aussi un problème de média bashing, non? Aussi, oui. Vous avez raison. Simone de Beauvoir nous disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Alors, parlons vrai sur Sud Radio, parce que c'est la radio du Parlons vrai. Parlons vrai avec vous. Quand est-ce que vous êtes devenue femme, selon vous? Oh là, c'est intéressant comme question. Alors moi, je suis issue d'une fratrie de 3 filles. Donc avec une maman qui ne travaillait pas, parce que mon papa disait le plus beau des métiers, c'est d'élever ses enfants. C'est terrible. C'est un peu has-been, ça. C'est un petit peu has-been, mais bon, mon père, il a 92 ans, bientôt 93, donc on va lui pardonner quand même. Okay. Mais c'est vrai que c'est un petit peu d'un autre temps, parce que effectivement, les femmes peuvent tout à fait, et elles l'ont prouvé, il y en a plein qui l'ont prouvé, être de très bonnes mères de famille, et puis se réaliser complètement dans leur vie professionnelle. Moi, j'en suis l'exemple. Ce qui est votre cas. Voilà, ce qui est mon cas. Mais il a fallu lutter contre effectivement cette idée préconçue qui était de tradition familiale chez moi, de dire mais le plus beau des métiers, c'est quand même d'être femme au foyer. On n'a pas besoin de faire des études. C'est comme ça que vous avez été élevée, enfants. Moi j'ai été élevée comme et ça. Alors pour sortir de ce carcan, on imagine que ça n'a pas été si simple que ça. Ça n'a pas été si simple. Et il a fallu sans arrêt lutter, se battre, et puis voilà. Mais ça forge le caractère. C'est comme ça que vous êtes devenue femme, vous, en fait. Et moi, c'est comme ça que je suis devenue. En vous libérant du carcan familial. Exactement, parce que c'était une lutte, non pas. Ça n'a pas été très simple, quoi. Il a fallu prouver, sans arrêt, prouver. Et aujourd'hui, à mon âge, je prouve encore. Et la première personne à laquelle j'ai envie de prouver, c'est mon père, justement. Ok, d'accord. Okay. Donc, comme quoi, on peut prouver toute sa vie, On peut prouver toute sa vie. Mais c'est vrai que je ne vais pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais dans la vie, beaucoup de gens sont forgés par leur éducation et par leur enfance. Et ils ont toujours des choses à prouver à leurs parents. Et ils recherchent la fierté de leurs parents, la reconnaissance de leurs parents. Je crois que j'échappe pas à ce schéma-là, finalement. Alors, vous êtes vice-présidente du CRIF, Nathalie Cohen-Bezerman. En quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire être vice-présidente du CRIF? Ça veut dire, le CRIF, c'est le Conseil représentatif des Nations Juives de France, je ne vais pas vous l'apprendre. C'est la lutte contre l'antisémitisme d'abord. Je crois qu'aujourd'hui, on est servi.
Et en tant que vice-présidente, c'est accompagner le président dans plein de choses qu'il fait au quotidien. Et notamment, il y a de la représentation, mais pas que. Il y a un combat de tous les jours avec la dimension féminine et féministe qui est la mienne. Ouais. Et ça, on imagine que c'est un apport important, parce que c'est aussi un monde d'hommes, souvent. Complètement. Même complètement. Voilà. Complètement. J'ai été élue, je suis la première femme vice-présidente du CRIF, et pendant des années, ça monte à 20 ans maintenant, et je le suis encore, la première femme dans une instance exclusivement masculine. Et alors, comment on fait pour gérer ça quand on est entouré d'hommes qui en plus sont plutôt religieux, on imagine, en tout cas pour une partie. Non, pas du tout. Non. Alors pas du tout, parce que sont traditionnalistes, certains. Pour certains, oui, mais religion au sens de tradition, quoi. Oui, voilà. Alors au sens de tradition, mais ça a beaucoup changé par rapport. Mais le CRIF a jamais été religieux. C'est une instance qui est complètement laïque. Je parle des gens qui le composent. Et les gens qui le composent, il y en a eu. Ouais. Il y en a eu avec la kippa sur la tête, mais c'est pas le cœur de. C'est pas le. Donc ça va. En soi, une femme, c'est pas le sujet non plus. Non, une femme, c'est pas le sujet. Et puis, en plus, ce ne sont pas forcément, en tout cas, je parle pour aujourd'hui, des gens qui sont machistes ou misogynes. Je crois que les freins qui ont été le fait qu'il y ait peu de femmes dans les instances du CRIF, les principaux freins, ce sont les femmes qui se les sont mises elles-mêmes. Parce que, effectivement... elles n'osaient pas, quoi. Elles n'osaient pas. Et puis, de tradition, c'est vrai, les institutions juives de France qui composent le CRIF sont aussi, pour beaucoup, masculines de représentation. C'est très intéressant. Bougez pas, chères auditrices, chers auditeurs, restez avec nous sur Sud Radio pour Destin de Femme avec Nathalie Cohen-Bézerman à la tête de son entreprise, mais surtout vice-présidente du CRIF. On continue à en parler, à tout de suite. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous présente Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair. Destin de Femme sur Sud Radio, c'est l'émission consacrée aux femmes qui tissent le sérail de notre République française. Aujourd'hui, on est avec Nathalie Cohen-Bézerman, qui a son entreprise d'aide à la personne, mais aussi le CRIF, dont elle est vice-présidente. Alors justement, Nathalie, on parlait de votre rôle de vice-présidente. Donc déjà, vice-présidente, c'est bien, c'est une avancée. Est-ce que vous avez envie d'être présidente un jour, peut-être ? Est-ce que c'est dans vos idées ? Est-ce que ça... Parce que c'est quand même, en termes d'avancée paritaire et de diversité, ça serait une image quand même... qui ferait du bien à tout le monde, non ? Alors, à l'heure actuelle, je ne me pose pas trop la question parce que, effectivement, notre président est en plein mandat et qu'il doit le renouveler en plus pour 3 ans. Donc, il y a encore 4 ans devant nous avant d'y penser. Mais c'est vrai que je n'ai pas envie de parler... au bout de 4 ans, on parle de 3 ans, quoi. 3 ans, mais non, j'ai pas envie de parler de moi pour dire ça, mais je pense qu'effectivement, ça serait excellent qu'il y ait une femme qui soit présidente parce que ça changerait beaucoup de choses. Une femme et une blonde, excusez-moi de le dire, quand même. Heureusement qu'on est à la radio, il n'y a pas l'image. C'est filmé, si. Alors, on est 2 blondes. On est suivis sur YouTube aussi, oui, bien sûr. On est 2 blondes aujourd'hui. Le bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Non, mais ça serait un signal excellent. C'est vrai qu'une institution qui a célébré ses 80 ans n'a jamais eu de femme comme vice-présidente. Et alors, comme président, n'en parlons pas. Alors, pour que les auditrices, les auditeurs comprennent bien ce que c'est que le CRIF, on l'a dit, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui a pour mission de défendre les intérêts de la communauté en question. Alors, évidemment, en termes de lutte contre l'antisémitisme, mais il y a aussi de la préservation du patrimoine culturel religieux juif, la promotion de l'engagement civique. Et alors, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le rôle son rôle au CRIF dans le dialogue interreligieux et intercommunautaire, parce que c'est aussi une de vos actions. Comment est-ce que vous faites concrètement ça pour pousser à ce dialogue ? Alors, il y a le dialogue intercommunautaire, mais il y a aussi plein de dialogues avec plein de gens de la société civile. Écoutez, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de commissions qui composent le CRIF. Il y a justement la commission de dialogue avec les chrétiens, avec les musulmans, avec les bouddhistes. Alors, voilà, c'est des commissions qui travaillent, qui se réunissent régulièrement et qui ont des invités pour parler. Et puis, il y a aussi les commissions de relations avec les syndicats. On parle effectivement de plein de sujets qui ne sont pas forcément judéo-juifs, mais qui peuvent toucher à l'écologie, qui peuvent toucher parce que c'est aussi un engagement social et humanitaire, quoi, en fait. Voilà, exactement. Et on défend des tas de valeurs qui sont complètement universalistes et humaines. Et donc, à ce titre-là, on parle avec beaucoup de gens. Est-ce que vous prenez part aux décisions stratégiques, Nathalie ? Complètement.
complètement, puisque le CRIF est basé sur un système de représentation déjà des institutions, avec une assemblée générale, et qui est un comité, ce qu'on appelle le comité directeur, qui lui-même élit le bureau exécutif, et de ce bureau exécutif, il y a un président et des vice-présidents, donc effectivement c'est très démocratique et on participe beaucoup aux décisions stratégiques du CRIF. Et alors Nathalie Cohen-Bézerman, comment est-ce que vous êtes arrivée là ? Alors, c'est un parcours qui date d'il y a un peu plus de 20 ans maintenant, où effectivement, moi, je me suis engagée très jeune pour la lutte contre l'antisémitisme, pour défendre le sionisme, qui est loin d'être un gros mot, parce que je rappelle quand même, c'est important de le dire. Qu'est-ce que c'est le sionisme ? Le sionisme, c'est le droit, défendre les Juifs à avoir un État. Voilà, un État qui est l'État d'Israël aujourd'hui. C'est l'État refuge, quoi. C'est l'État refuge et c'est important d'avoir Israël, mais c'est voilà, quand on demande le droit à un État, c'est en fait, si on dit que les Juifs ont droit à un État, on est sioniste. Exactement. Donc quand on parle avec des Palestiniens ou des pro-Palestiniens aujourd'hui, qui ont tout à fait le droit de revendiquer aussi que les Palestiniens est un État et qu'on leur pose la question. Vous êtes pour un État palestinien, vous ? Mais complètement. Aux côtés d'un État juif, d'un État israélien. Et quand on leur demande aujourd'hui, mais attendez, vous dites... vous nous traitez de sionistes, c'est pas un gros mot. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Palestiniens doivent avoir un État ? Oui, mais un État à côté d'un État juif ? Ah bah oui, bien sûr. Bah alors vous êtes sioniste. Voilà, c'est tout. C'est ça la définition du sionisme. D'accord pour que les Juifs aient un État, c'est être sioniste. Je le répète pour qu'on entende bien, quand même, que les gens comprennent. Et ça n'est pas un gros mot. Alors, si les gens vous traitent de sales sionistes, c'est juste qu'ils peuvent pas vous traiter de sale juif. Mais sinon, ça n'est pas une insulte. D'accord. Voilà. Donc quand les gens vous traitent, selon vous, de sale sioniste, ils vous traitent de sale juif. Ah bah, complètement. Ils pensent qu'effectivement, c'est le faux-né de l'antisémitisme, c'est le sionisme, c'est évident. Donc, sioniste, ça n'est pas du tout une insulte. Et pour revenir à votre question, je me suis engagée très tôt pour que, effectivement, les juifs puissent avoir un État. Et j'ai 58 ans, donc l'État était jeune à cette époque-là, de 48 à 66, l'année de ma naissance. Et puis, quand je me suis engagée, j'avais une vingtaine d'années. Et je me suis engagée d'abord dans les associations sionistes féministes, une association qui s'appelle la WIZO, Women International Zionist Organization, dont le but était effectivement le droit des femmes, les femmes engagées pour l'État d'Israël. Et puis, cette association étant membre du CRIF, mais j'ai gravi un petit peu les échelons de l'engagement dans cette association et j'ai été élue présidente de la WIZO France et de ce fait, après vice-présidente du CRIF. Voilà. Alors, le CRIF et vous-même, Nathalie Cohen-Bézerman, vous organisez depuis le 7 octobre, que je rappelle, le pogrom qui a eu lieu en Israël par les terroristes du Hamas. Un rendez-vous, c'est chaque vendredi à 12h au Trocadéro à Paris. C'est pour soutenir la libération des otages israéliens détenus par le Hamas. Est-ce que sensibiliser davantage de personnes à cette cause en France et à l'international, c'est l'idée ? Et est-ce que ça marche ? Alors, ça marche dans les faits. Là, on est à un moment, je pense, crucial sur la libération de ces otages. C'est pas le rassemblement lui-même qui a marché. Ce qui a marché, c'est le fait de se retrouver toutes les semaines pour appeler à la libération de ces otages. Et en fait, ce qui a marché, c'est de se faire du bien. Voilà, c'est de se rassembler et de sentir qu'on n'était pas seul et de sentir qu'il n'y avait pas que des Juifs, d'ailleurs, qui se réunissaient tous ces vendredis, qui se réunissent encore tous ces vendredis. On a des gens de confession musulmane, on a des femmes iraniennes, on a des chrétiens qui viennent nous soutenir aussi, donc toutes les religions confondues. Et avec un point commun, c'est celui de se dire, on ne fait pas de politique lors de ce rassemblement, mais on veut appeler à la libération de ces otages qui ont été pris le 7 octobre, lors de ce pogrom, de ce massacre du 7 octobre, et qui n'étaient ni des soldats, ni des gens qui, pour la plupart, c'était des gens qui militaient pour la paix, puisqu'ils venaient des kibboutz et qui venaient danser lors du festival Nova. Et donc, c'était des vies civiles et innocentes qui ont été arrachées, massacrées, et puis d'autres qui ont été embarquées à Gaza et qui le sont encore aujourd'hui, détenues. Alors, je suis obligée de vous poser la question parce que je ferais pas mon travail si je vous la posais pas. Est-ce que le fait d'être sioniste, par exemple, aujourd'hui, ou de soutenir pour la libération des otages, ça veut dire, est-ce que vous soutenez le gouvernement de Benjamin Netanyahou ?
Moi, j'ai pas envie. Moi, je vis pas en Israël, donc je ne vote pas en Israël. Moi, je suis citoyenne française de confession juive et je me bats pour un idéal sioniste, oui, qui est l'existence de l'État d'Israël. Et dans mon parcours Viso, on a toujours dit que voilà, je me suis toujours engagée pour le bien-être des enfants et des femmes en Israël, quel que soit le gouvernement. Donc, il y a une démocratie, ils votent, ils ont voté pour Benjamin Netanyahou. Demain, ils voteront peut-être pour un homme politique et moi, je soutiendrai toujours le droit d'Israël à se défendre. Ça veut dire, si vous soutenez la France, ça ne veut pas dire que vous soutenez Macron, quoi. En fait. Évidemment, et si demain, ça peut arriver. Marine Le Pen est aux portes de l'Élysée, ça fait un moment qu'on dit ça. Si demain, elle arrive à l'Élysée, je me sentirai pour autant toujours aussi française. C'est important, ça, de marquer ce coup-là, justement. Oui, tout à fait. Si vous aviez un souhait, qu'est-ce que ça serait, Nathalie Cohen-Bezerman ? Ça va être gnangnan pour le coup. Je vais répéter la paix dans le monde. Ouais. J'ai l'impression d'être Miss France là. Non, mais c'est tellement, ça paraît tout cucu, mais c'est tellement important qu'on puisse arriver à ça. Et pourquoi ça paraît cucu de parler de paix ? Parce que, voilà, on va vous dire, évidemment, tout le monde est pour la paix. Pourtant, non. Regardez là, ce qui se passe en Syrie, c'est extraordinaire. On renverse un dirigeant. Ça fait des années que les Syriens souffrent du dirigeant qui est Bachar el-Assad et son père avant lui. On ne sait pas ce qui va arriver derrière. Et on ne sait pas ce qui va arriver derrière. Et il y a certainement un islam radical qui va arriver en Syrie. Certainement, mais prions que... Pas certainement quand même, Nathalie. Écoutez, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais voilà. En tout cas, que les femmes et leurs droits soient préservés. Ça, c'est clair. C'est très important. Votre mot de la fin ? Shalom, salam, paix. Voilà. Écoutez, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci Judith. Nathalie Cohen-Bezerman. Donc, je rappelle que vous êtes vice-présidente du CRIF, que vous avez rendez-vous tous les vendredis actuellement, place du Trocadéro, à 12h, pour militer pour la libération des otages israéliens qui sont encore détenus par le Hamas. Et merci d'être venue dans Destin de Femme sur Sud Radio. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonne continuation. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi Destin de Femme aujourd'hui. On a rendez-vous demain à 19h, vous le savez, pour cet excellent. Merci à Quentin Cabanis qui réalise pour vous aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous nos rendez-vous sur sudradio.fr, sur notre chaîne YouTube, sans oublier les réseaux sociaux, Deezer et tout le tintouin. Et je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous a présenté Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair.